À l'âge de 20 ans, je voyais ces échanges énergétiques, c'est on va dire du virtuel, mais qui est du concret. Je mets des mots sur les mots qui permettent aux personnes de mieux comprendre qu'est-ce qui a fait faillir leur vie. C'est toujours un canal quelque part, mais je ne sais pas, parce que quand j'écris, je ne suis plus moi-même. La plus grande difficulté dans notre vie, c'est d'être soi-même. Au lieu de dire non, j'ai dit oui. Et ça, c'est la trahison qu'on a envers soi-même. L'authenticité, c'est de pouvoir vivre des choses sans se trahir. C'est pas le nombre de fois qu'on tombe qu'il faut compter, c'est la force qu'on a eue pour pouvoir se relever. Et comment on s'est relevé. Bienvenue et merci d'accueillir sur les canapés Matteo Cavalleri qui est installé pour nous parler de son expertise et surtout de son parcours de vie, l'Odyssée. L'homme et son Odyssée, l'Odyssée d'un homme. On va voir ça. Bonjour Matteo, merci d'être avec nous. Ravi de vous accueillir et merci de venir nous transmettre évidemment ce qui fait de vous celui que vous êtes aujourd'hui, que vous définissez comment ? Une personne très, très simple, humble, c'est tout. C'est pas grand-chose, mais c'est un tout. Guérisseur de l'âme ? Guérisseur d'âme, oui. Alors, guérisseur d'âme, guérisseur de l'âme, c'est pas si simple que ça. Non. C'est tout un parcours de vie parce que depuis mon enfance, j'ai toujours vécu des choses très, très complexes à vivre pour pouvoir mieux comprendre comment je peux être aujourd'hui envers les gens qui viennent me voir ou que je rencontre sur leur parcours de vie, quoi. Quelles difficultés vous avez rencontrées ? Oh, oui. Il y a beaucoup de choses déjà avant mon enfance, le conflit entre ma mère et ma grand-mère paternelle qui l'une décidait que j'étais une fille, j'allais m'appeler comme sa mère. Et puis l'autre, la mère de mon père, qui avait décidé que j'étais un garçon et que je m'appellerais comme son père. Donc dans mes veines, il y a toujours c'est une transmission des aïeux, quoi. Donc voilà, c'est dans les veines pour tous. Hein, on transporte les énergies du patrimoine familial, quoi. Alors aujourd'hui, donc vous êtes je sais pas si le mot est encore d'actualité quand on parle de rebouteux. J'aime bien C'est vrai, vous gardez encore cette oui, identité-là ? parce que ce terme-là vient de très loin. Donc il vient c'est des millénaires. Hein, donc, c'est sûr. Et à partir de là, moi je garde le mot rebouteux parce qu'il y en a qui sont encore étonnés qu'on appelle rebouteux et d'autres, il y a des personnes qui cherchent le rebouteux. Après, moi, je travaille à ma manière le rebootement parce que je mets des mots sur les mots qui permettent aux personnes de mieux comprendre qu'est-ce qui a fait faillir leur vie, quoi. Donc, pourquoi ils se sont trébuchés. Ça, c'est une question qu'on peut poser, et en tout cas une réponse qu'on va essayer d'apporter aux moins de 20 ans qui écoutent cette émission, peut-être, et qui se demandent ce qu'est véritablement un rebouteux. Oui, parce que ça a été souvent, pour ma part, ça a été souvent confondu avec marabout, et qui n'a rien à voir avec le marabout. Après, le marabout, il est ce qu'il est, moi je ne juge pas, hein, donc, mais le rebouteux, c'est vraiment la personne qui... c'est les descendants des rebouteux, c'est l'ostéopathe, kiné, le fasciathérapeute aujourd'hui qu'on reconnaît un tout petit peu plus. Et ma manière de travailler, c'est un ensemble de tout ça qui joue, surtout sur les fascias. Parce que je parviens à débloquer tout ce qui est au niveau des blocages qui se trouvent au niveau des fascias et ce sont des blocages aussi émotionnels. Hein, donc, mais le corps, c'est une machine. Hein. C'est une machine de guerre, on va dire ça comme ça. Alors comment est-ce que vous travaillez justement ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Le rebouteux, quand on parle évidemment d'ostéo, de kiné, c'est un peu ça fait partie de cette grande famille-là, on va dire. C'est ce que vous évoquiez il y a un instant. Oui. Comment est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous avez... Parce qu'on a bien vu la singularité, et on va la mettre en avant quand vous parlez d'authenticité, parce que c'est ça, en fait, hein, qui fait votre spécificité. Mais l'authenticité reste une notion extrêmement abstraite. Dans votre approche pratique.
Comment est-ce que vous travaillez? Mais en fait, j'ai aucune formation, je suis autodidacte, hein, donc, et je le revendique souvent parce que c'est vraiment l'expérience de la vie qui m'a fait construire ma manière de travailler. Parce que c'est une technique que je ne pourrais pas enseigner. C'est une technique qui a ressenti, où je scanne, je vois. Et en fait, je l'ai toujours su, sans me rendre compte que je le savais. On ne sait pas comment on sait les choses. Il y a des fois, c'est des évidences. On dit je sais, mais je ne sais pas comment je sais. Mais je le sais. Et je sais surtout que je ne sais rien. Voilà. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mes écrits, voilà. Mais ce qui est, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie, parce que ça fait quand même plus de 30 ans que je soigne, ça fait plus de 45 ans que j'ai acheté mon premier pendule, que je m'en suis servi d'abord pour moi, pour mes propres recherches, pour pouvoir évoluer, mais je ne savais pas vers quoi j'allais. Et tout d'un coup, j'ai compris que j'ai mis des années avant de dire je vais commencer à soigner quelqu'un. J'ai mis, on va dire, pas loin de 10, 15 ans avant de dire je vais travailler sur une photo. D'abord, j'ai travaillé sur moi. Quand je dis je travaille sur moi, pour moi. Mais il y avait des résultats. Ah ben oui. Hein. Alors donc s'il y avait des résultats, c'était une quelque chose qui devait vous conforter. Oui, mais en fait, avant qu'une personne décide de dire à l'autre je vais t'aider, il faut d'abord passer par soi. Parce que si on ne se remet pas en question à tous les sens, dans tous les sens, on ne peut pas aider les autres. C'est comme ça, on ne peut pas prétendre, au bout après ceux qui font des formations, des stages ou autres, c'est leur apprentissage, c'est très bien. Mais vous n'avez rien fait de tout ça? Non. Aucun stage? J'ai fait une formation parce que il y avait une personne que je connaissais, il me dit tiens, tu devrais aller voir tel. Je ne vais pas donner de nom parce que ça m'intéresse pas de dévoiler. Et à la fin de la formation, lui, c'était plus des ventes. Il allait plutôt vendre des produits comme des matelas, des pendules, alors que ça n'avait rien à voir dans le stage. Et il montrait quelques manipulations et je voyais ce qu'il faisait parce que à l'âge de 20 ans, je voyais ces échanges énergétiques. C'est, on va dire, du virtuel, mais qui est du concret dans l'autre monde. Hein. Ma manière de voir les choses, c'est un peu comme les médecins philippins qui travaillent sur le corps, mais à un autre niveau. Je travaille comme ça aussi. Donc je ne m'en rendais pas compte. Déjà à l'âge de 18 ans, j'avais déjà massé un copain qui jouait au foot, il s'était fait mal au genou. Et 10 minutes après, je l'ai massé un tout petit peu, et puis il est reparti en courant. Quoi. Donc, mais alors, ça vous vient bien de quelque part? C'est un héritage familial, parce que mon père, il a commencé tard aussi. Mon père était au bout de... Ma mère était aussi guérisseuse, mais vu sa religion, elle n'a jamais fait de ce qu'elle faisait. Mais elle nous soignait par les plantes, elle nous a appris beaucoup de choses sur la manière de vivre avec les plantes, tout ça. Quand on avait mal au ventre, elle nous donnait un peu de camomille ou bien des feuilles de laurier, tout ça, pour pouvoir adoucir le système digestif ou autre. Et puis voilà, on a appris, j'ai toujours, depuis enfant, voulu soigner. Mais je ne savais pas comment il fallait faire. Mais avec l'apprentissage et le regard vers ma mère surtout, j'ai appris beaucoup de choses. Mon père, par exemple, lui, quand il soignait, je n'avais pas besoin de lui demander ce qu'il faisait. Je le savais au fond de moi. Comme s'il y avait une transmission qui se fait d'un état à un autre. Mais du coup, vous étiez en observation? Non, je le voyais pas. Je voyais même pas. Un jour, il y a très très longtemps de ça, beaucoup après, j'avais fait un soin sur un ami petit, et il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Mais papa, je fais la même chose que toi, mais de façon différente. » Alors son orgueil de Sicilien, il me dit « Ouais. » Mais en fait, un petit peu avant de décéder, il m'a dit « Je suis fier de ce que tu fais. » Donc c'est un cadeau, quoi. Donc voilà.
Et on a toujours du mal et il y a beaucoup de fantasmes, ou en tout cas de légendes qui sont parfois entretenues par certains thérapeutes ou praticiens, et puis d'autres qui sont un peu, entre guillemets, démontés dans leur argument, qui consiste à dire, voilà, c'est une transmission de génération en génération, notamment chez les magnétiseurs. Et il y a d'autres magnétiseurs qui vont vous dire, mais bien sûr que non, il n'y a pas de transmission de rien du tout. On n'est pas obligé. Vous avez des magnétiseurs, par exemple, qui vont garder ça secret en disant, moi je fonctionne de telle manière, mais je ne veux pas vous donner les protocoles parce que c'est vraiment un héritage de ma famille. Et puis d'autres qui vous disent, mais tout ça n'existe pas. Bien sûr que non, que ça n'est pas un héritage de rien du tout. Quelle est votre position, vous, là-dessus ? Mais de toute façon, il y a un héritage, mais d'où il vient, on ne sait pas. Il y a des gens qui naissent guérisseurs, qui meurent guérisseurs, ils ne savent pas qu'ils étaient guérisseurs, quoi, ou rebouteux, tout ce qu'on veut. Mais moi, je sais que nous, dans ma famille, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, il y a une lignée qui est là. Donc il y a un héritage, on va dire, de nos ancêtres, de nos aïeux, qui sont là. Parce que le prénom que je porte... Mathéo. Voilà. Et c'est mon arrière-grand-père. Et lui, je pense, et j'en suis sûr et certain, qu'il l'était aussi. Parce que un jour, je marchais dans une forêt en allant vers une de mes fontaines préférées. Et je l'ai entendu parler en sicilien. J'étais tout seul, hein, donc je me dis, tiens, c'est bizarre, j'entends parler sicilien. Et il me disait qu'il était fier de ce que j'étais, ce que je suis. Mais par compréhension, ben, voilà. Mon père aussi, il avait ça en lui. Mes deux garçons l'ont aussi. D'ailleurs, mon deuxième fils, qui habite en Bretagne, à l'âge de 4 ans, déjà à 2 ans et demi, il m'avait dit, alors qu'il ne m'avait jamais vu faire un geste ou l'autre, parce que je ne montrais pas tout, il m'a dit, papa, je veux être docteur comme toi. Mais il avait 2 ans et demi, où est-ce qu'il a été chercher ça? Et un jour, un peu plus tard, j'ai mon fils aîné qui me dit, ma compagne, elle a mal à la tête. Je dis, tu prends tes mains. Hein. Ouais, mais moi, je ne suis pas comme toi. Je dis, prends tes mains, je vais t'expliquer 2-3 petits trucs et tu verras. Et le lendemain, j'ai appelé. Et puis mon fils me dit, ça a marché. Donc voilà, c'est inné. Comprendre, on ne sait pas ce qu'on peut comprendre. Mais c'est là. C'est tellement évident. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aider d'autres, mais pas tout le monde. Il y en a qui s'épuisent à vouloir faire du magnétisme. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mais moi, j'ai déjà rencontré beaucoup de personnes qui, au bout de 2-3 séances, ils étaient fatigués. Moi, je recevais beaucoup de monde, mais quand je dis beaucoup de monde, j'étais plus en forme qu'autre chose. Quand une personne me disait, quand j'habitais en Alsace, qui me disait je préfère avoir un rendez-vous le matin, je dis il ne faut pas venir le matin. Hein. Si vous voulez, êtes cuit la journée. Mais, non, parce que non, c'est dans le sens que le matin, j'ai mon énergie normale, mais l'après-midi, j'étais comme un accumulateur. Hein, donc j'avais autant d'énergie que je recevais, que je pouvais donner. Donc voilà, je passais d'une séance à une autre. Ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être beaucoup à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on parlait du terme, et encore une fois, ça n'est qu'un terme, mais le terme rebouteux, il est assez limité. Oui. Alors que votre champ d'action, il est beaucoup plus vaste que ça, oui, en fait. Mais en fait, je l'ai mis en évidence en apprenant comment je dois travailler, ce que je ressens. Parce que quand j'ai une personne sur ma table, je prends mes mains, je mets au niveau des chevilles, mon regard scanne le corps. Je sais où il y a un blocage. Je mets mon doigt là où il faut. La personne, elle se bloque, ou qu'elle a des douleurs, ou bien je peux travailler sur toutes les zones. Et j'ai appris au fur et à mesure, ça fait plus de 25 ans à peu près, que j'ai appris par moi-même à travailler sur le nerf vague, qui est très très important au niveau du corps. Après, il y a tous les systèmes du corps qui sont très importants, mais je travaille beaucoup au niveau du ventre, sur pas mal de zones,
qui permet de débloquer les zones qui sont un peu comme une bulle qui reste coincée dans un tuyau. Ben, on défait le tuyau et la bulle s'en va. Donc, ces bulles-là, ce sont des bulles d'émotion qui partent au fur et à mesure. Après, elles peuvent revenir, mais d'une autre façon, peut-être moins intense. Donnez-nous un exemple qui vous a profondément marqué dans votre accompagnement, enfin dans le... Par rapport à... Un soin ou par rapport à quelqu'un que vous avez pu accompagner et qui s'est senti tellement... Il y en aurait tellement. Il y en aurait tellement parce que une fois, je vais un peu revenir sur un enfant qui était... il avait 9-10 ans et puis c'était la première fois que je le voyais et je fais un travail... Comment que je fais je le mets sur la table, et puis je dis, c'est bizarre, je mets ma main sur son ventre, je dis, mais tu as mal au ventre? Mais lui, il vivait toujours avec ce mal de ventre. Et en fait, je dis à la mère, mais est-ce que vous avez remarqué? Elle dit non. Je dis, c'est en fait, dans une vie antérieure, il avait été pris avec une lance. Et en fait, il avait toujours cet impact invisible. Et en fait, j'ai fait un geste pour enlever cette lance. Il a sursauté. Et puis après, il n'avait plus mal. Comment vous l'avez vu, ça? Mais il y a des choses qui viennent en vision, comme ça. C'est impalpable. Je peux voir des vies, pas tout le temps, des vies antérieures. Je peux voir des personnes décédées. Je vois aussi des prénoms. Ou des dates par exemple, il est arrivé quelque chose à une personne, soit à 5 ans ou il y a 5 ans, je vois l'enfant à 5 ans, ou bien la personne il y a 5 ans. Alors je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Ou bien est-ce que vous vous rappelez de votre enfance à cet âge-là? Ça peut être 3 ans, ça peut être... c'est un exemple que je donne. Mais les personnes ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà des souffrances depuis leur enfance. Moi, personnellement, le conflit qu'il y a eu entre ma mère et ma grand-mère, je me retournais dans le ventre de ma mère. Hein. J'ai des visions, pas dans le ventre de ma mère, mais il y a des choses qui sont là. Aujourd'hui, je suis plus spectateur de ce que j'ai vécu dans ma vie que d'être acteur. Je ne suis pas victime. Donc j'aide les gens à ce niveau-là. Et le conflit, c'est d'ailleurs, j'ai mis 10 jours après terme de venir au monde. Parce que qu'est-ce que 10 je jours fais? de retard. 10 jours de retard. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je viens ou je pars? Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis, mais plus le bébé reste dans le ventre de la mère, et plus il grossit. Je suis né avec 5,8 kg. Hein. Ah oui, c'est un beau bébé, ouais. J'ai marché à l'âge de 7 mois. En 11 mois, j'ai fait... j'ai avalé le noyau un pépin de fruits de caroubier, et j'ai failli mourir, étouffé, parce qu'il avait commencé à germer. Donc c'était déjà là, est-ce que je reste, je pars, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de passer, être devant cette porte, et de dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je la franchis ou pas? Oui. Et la dernière fois, c'était... quand je dis dernière fois, où ça a été vraiment intense, c'était au mois de mars 2009. C'était de la nuit du 13 au 14 mars 2009, où j'ai failli mourir. J'ai eu une pancréatite aiguë. Donc c'était soit je pars ou bien je reste. Hein. Mais je suis resté. Ce sont des épreuves qui marquent. Et puis il faut les comprendre aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous en avez compris, vous, alors? Que j'étais en rébellion contre une personne qui m'a cherché aussi
beaucoup de noises, et puis voilà, donc c'est à rendre toujours, être là toujours pour les autres, on n'est pas là pour soi. Et souvent je dis, quand tu es ailleurs, tu n'es pas chez toi. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai écrit une citation, c'est que l'homme cherche à être libre, mais être libre vrai, c'est un peu comme un ciel sans étoiles. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas vrai, on ne peut pas exister. Qu'est-ce que ça veut dire être vrai? Authentique. Qu'est-ce que ça veut dire être authentique? Intègre. Qu'est-ce que ça veut dire être intègre? Ben, l'intégrité, ça se construit toute une vie. On peut être le plus souvent intègre à des niveaux de notre cheminement, mais souvent on n'arrivera jamais à être vraiment intègre à 100%. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais votre singularité quand on prépare l'émission, c'est que vous mettez vraiment un point d'honneur à dire ça de vous, sur notamment l'authenticité, l'intégrité. Pourquoi est-ce que ça... Alors évidemment, on pourrait imaginer que ça devrait être les fondamentaux de n'importe quel être humain. Et c'est loin d'être le cas. Pourquoi est-ce que vous, c'est aussi engrammé en vous? C'est-à-dire que on a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est de l'acquis, mais que ça ne l'a pas toujours été, quoi. Ouais. Parce que l'enseignement de mes parents, surtout de ma mère, qui était plus présente que mon père, lui, bon, il avait son parcours de vie, il avait son travail, mais l'enseignement que mes parents, ma mère surtout, nous disaient toujours, et c'est marqué, souvent je le dis aux personnes, une parole, c'est 10 écrits. C'est 10 écrits. Oui. C'est comme un diamantaire, au moment où il serre la main, il n'a pas besoin d'écrit. Hein. La main dit c'est bon. Qu'on perde ou qu'on gagne, eh ben, il faut assumer. D'ailleurs, dans mon ouvrage, je parle de l'engagement. Donc voilà, c'est être vrai, c'est pas évident. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas l'avoir été? Ou pas? Oui, en fait, je ne l'ai pas été parce que je me suis trahi. Au lieu de dire non, j'ai dit oui. Et ça, c'est la trahison qu'on a envers soi-même. C'est pas contre quelqu'un, c'est pas quelqu'un d'autre qui trahit, c'est nous par nous-mêmes. C'est ça l'authenticité, c'est de pouvoir vivre des choses sans se trahir. Et j'en parle dans mes ouvrages. Donc, on va en parler évidemment, vous avez écrit une trilogie. Hein, entre notre voyage au fil du temps, la vie est un grand puzzle et la maladie. Ouais. Mais et parfois, effectivement, quand j'entends des gens comme vous, qui sont vraiment des gens qui sont ancrés véritablement dans ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont envie de témoigner et de dégager, je me dis que dans le monde dans lequel on vit, qui est quand même souvent aux antipodes de ça, vous devez être en grande souffrance quand même quand vous voyez un peu ce qui se passe à l'extérieur. Parce que quand on parle d'authenticité ou quand on parle mais on est loin parfois de tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas aller contre ce monde qui part c'est pas qu'il part en dérive, il est en dérive. Et là, il est dans un état où, pour remonter la pente, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Mais moi, je me retire un peu du système parce que par moments, c'est abominable d'être confronté à un monde qui est comme ça. Donc voilà. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans, depuis le mois de début juin, que je vis dans mon motorhome, camping-car, si on veut. Parce que je ne veux plus vivre dans un système où on est dirigé, où on est pris au piège. Parce que pour moi, moi j'ai un caractère de solitude, plutôt solitude en tant que presque solitaire. Parce que c'est pas que j'ai pas besoin des autres, je suis très sociable, je peux... D'ailleurs, j'aborde, même ici, avant de venir ici, j'ai abordé des personnes en demandant, je dis bonjour, vous allez bien, puis les gens ils se retournent un petit peu, qu'est-ce que tu me fais tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est que
ces fameux, ce nouveau mode de vie des nomades, on va dire, les nouveaux nomades avec leur camping-car, leur van et autres. Et j'ai parfois le sentiment, alors on peut imaginer un air de liberté, mais j'ai l'impression que c'est un faux air de liberté. C'est-à-dire qu'on s'invente une espèce de liberté qui, en fait, n'en est pas vraiment une. Non, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, tu peux voyager », mais je ne cherche pas à voyager. Je cherche à être moi-même, à être par endroits un peu sédentaire. Ça veut dire que j'ai besoin de ma solitude. Être confronté avec soi-même, c'est pas évident. Hein. Mais vous pourriez très bien être seul chez vous. C'est pas pareil. Parce que dans une maison, il y a des contraintes. Dans un véhicule, il y a d'autres contraintes. Hein. Il y a d'autres contraintes. Il y a d'autres contraintes, mais qui sont moins imposantes. Moins imposantes, ouais. Et vous avez besoin de ces moments-là, de vous retrouver seul face à vous-même. Oui, parce que la plupart du temps, quand je suis en Bretagne, parce que j'adore la Bretagne, je ne sais pas ce qui se passe sur cette terre-là, c'est incroyable. Hein. Moi, je me mets sur un parking face à la mer, je vois à des kilomètres, et j'ai besoin de cet espace. Donc, à l'intérieur de mon véhicule, j'ai de l'espace. Je ne suis pas encombré avec des parois et tout ça. Donc, j'ai de l'espace. Je suis face à la mer, je suis face à... Ouais, parce que la mer me parle, parce que la mer, comme je l'ai écrit dans mon livre, dans la première conclusion, quand on est face à la mer, on reçoit tous les messages qu'on a besoin d'avoir. C'est un peu comme si un bateau vient amener la marchandise qu'on doit déballer, qu'on doit comprendre, et puis voilà. Et la plus grande difficulté, je l'ai écrit, et ça fait des années que je le dis, la plus grande difficulté dans notre vie, c'est d'être soi-même. La difficulté, c'est aussi de se dire, il y a peut-être des gens qui se disent « je suis véritablement moi-même », mais est-ce qu'ils le sont vraiment ? Non, parce qu'au moment, moi je ne suis pas vraiment moi-même, hein, parce que je cherche à être moi-même. Mais c'est-à-dire que vous devez avoir des phases. Il y a des phases où vous l'êtes, et en même temps c'est humain. Oui. On ne peut pas être en permanence soi-même. Non, parce que en fait, d'ailleurs j'ai écrit pas mal de choses sur... imaginez une boule avec plusieurs miroirs. Ou la facette. Vous en avez justement une derrière. Et en fait, chaque facette est une part de nous-mêmes. Et cette part de nous-mêmes, on doit la nettoyer, la polir, pour aller voir exactement à quoi correspond en nous cette facette. Qu'est-ce qu'elle nous apporte. Et souvent, il y a des gens qui montrent toujours une face. Et en fait, je parle toujours du miroir, le miroir plat et le miroir déformant. Souvent, les gens se regardent dans un miroir déformant. Ça m'est déjà arrivé aussi, hein. Mm-hmm. Mais j'essaie de toujours me mettre toujours sur la face plate pour bien voir qui je suis. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à être soi-même. Il existe dans les fêtes foraines comment je veux dire, des miroirs déformants. Voilà, tantôt on est comme ça, tantôt on est comme ça. Et en fait, on essaie tantôt ça nous fait rire, tantôt ça nous fait peur. C'est vrai. Et en fait, c'est tout ça. Et on doit aller rechercher vraiment se mettre face au miroir qui ne déforme pas. J'ai vu, il y a 2 jours d'ici sur Facebook, une femme qui me montrait des photos d'une femme qui ne se voyait que... C'est des autochtones qui n'ont pas de miroir. Et en fait, ils se regardent dans l'eau. Tantôt, l'eau est un peu mouvementée. Et elle était étonnée de se voir sur une photo. Parce que ça montrait vraiment la réalité. Après, la photo, on peut la modifier avec... tous les systèmes qui... Mais la photo est figée, et donc du coup, c'est un vrai regard sur soi, et c'est la première fois qu'elle se voyait au travers d'une photo. Donc c'est tout ça qui joue sur nous-mêmes, et tous les jours, on doit apprendre à nous regarder de façon juste, parce que se regarder droit face à nos yeux, devant un miroir, c'est pas évident. Ah non, c'est sûr que c'est pas évident. Moi, je le fais.
Même le fait de se dire qu'on s'aime devant un miroir. Ouais. C'est pas si simple. Non. Attention, c'est pas juste un je t'aime face au miroir comme ça en disant bah oui je t'aime. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent en conscience. C'est un vrai exercice. C'est pour ça, Marc, que c'est difficile aujourd'hui. Difficile. C'est pas difficile. C'est la difficulté d'y arriver. C'est de pouvoir se dire les choses et écouter, entendre, pas écouter, entendre comment on l'interprète. Quand on se regarde et de dire je t'aime, c'est l'écho. Moi, quand j'écris, d'ailleurs, dans mon deuxième ouvrage, c'est Les pensées qui délivrent, et ce sont les messages d'après les pensées d'Oetam. Oetam, c'est Mathéo à l'envers. Ça veut dire que c'est l'autre partie de moi qui écrit. C'est pas moi. Moi, je suis le petit garçon, le petit Mathéo qui a grandi, qui s'est trébuché. Et puis l'autre côté qui dit attends, t'as vu, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc il faut essayer de tenter de comprendre. Et c'est ça la difficulté, c'est de pouvoir, chaque fois qu'on est tombé, chaque fois qu'on est face à soi-même, c'est de voir qu'est-ce qui nous a fait trébucher et comment on s'est relevé. Donc c'est pas le nombre de fois, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, donc c'est pas le nombre de fois qu'on tombe qu'il faut compter, c'est la force qu'on a eue pour pouvoir se relever. Et comment on s'est relevé? Avec quoi? Sur quels critères on s'est appuyé pour se relever? Donc c'est tout ça qui joue beaucoup sur notre vie. Donc, et c'est complexe, c'est même difficile à vivre. Alors vous êtes originaire de Liège, oui, en Belgique. C'est pour ça qu'il y a natif, oui. J'ai perdu un petit peu mon accent. Petite pointe d'accent. Mais vous dites que la Bretagne, d'abord, vous a appelé, ouais, et que c'est sans doute un des éléments déclencheurs dans votre vie qui vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ouais, parce Cette terre de Bretagne, elle a quelque chose de si particulier. Hein. Disons que ce qui s'est passé, c'est que y avait des petites choses qui évoluaient. Il faut savoir que quand on arrive 42, 45 ans, c'est le grand tournant de notre vie. C'est là où quand tout va bien, c'est bon, on vit jusqu'à la fin. Et c'est arrivé à beaucoup de monde. Moi, c'est pareil, à 43 ans, 44 ans, il y avait déjà des choses qui commencent à bouger. Et c'est à 43 ans que j'ai quitté la Belgique, en 95, et qui m'a fait découvrir là où je devais être. Comment est-ce que vous l'avez ressenti, ça? Parce que... en fait, j'étais avec la personne que j'avais rencontrée là-bas, avec qui j'ai eu un garçon. Elle m'a fait découvrir un endroit qui était pas loin de Caranac. Et quand je suis allé, j'ai dit, je suis chez moi ici. Il n'y avait plus rien qui pouvait me dire, même quand j'ai quitté quelques années après la Bretagne pour aller vivre en Alsace, j'avais toujours dit, je reviendrai vivre en Bretagne. Et en fin 2024, je suis parti découvrir un peu l'Italie avec mon véhicule. Et plus je traçais pour aller vers la Sicile, et à un moment donné, j'étais pas bien. Combien de fois je me suis dit, coupe l'italien dans l'autre sens et tu remontes, quoi. Et je dis non, c'est bon, tu vas aller découvrir la partie que je ne connaissais pas trop bien de là où mes parents sont issus, ont vécu, une part de leur vie, parce qu'ils sont partis assez jeunes de Sicile en Belgique. Et donc je suis allé découvrir, et en fait, je ne me sentais pas bien. Vous aviez envie de revenir en Bretagne. Et plus je remontais, après je suis remonté un peu par Naples, que j'ai contourné, parce que en Italie, c'est très difficile de rouler avec un véhicule trop grand, quoi. Donc, parce que les petites villes, les villages ne sont pas adaptés, les rues, en plus les Italiens.
quand il roule, c'est pas évident. Hein. Parce que sur même pas 2 mois, j'ai failli de faire une vingtaine d'accidents. Quoi. Comment vous expliquez sur la Bretagne que vous soyez autant attiré par cette région? Pour moi, c'est une terre sainte. Après, on dit ce qu'on veut de cette région. Mais c'est quelque chose de particulier, la Bretagne. Parce que même excusez-moi, les Bretons, mais beaucoup de Bretons ne connaissent pas la profondeur de cette énergie-là. Et j'ai remarqué une chose, c'est que la Sicile et la Bretagne, je parle de la forme de la Sicile et de la Bretagne, se ressemblent. Et il y a toute une histoire, aussi bien du côté sicilien que du côté breton, des histoires celtiques et autres qui vont très très loin. Et on a aussi les 2 symboles qui sont d'un côté le triskel, et en Sicile on a les 3 jambes qui forment un triskel. Et donc c'est toutes ces petites choses-là qui sont ressemblants, mais qui sont différents, quoi. Et vous avez fait des recherches pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette terre vous appelait aussi fort, justement? Je ne cherche même pas à comprendre, je vis. Je vis parce que c'est... au fond de moi, je le sais que c'est vital, parce que même en Alsace, reviens vivre ici, parce que comme je vais faire des soins, j'y vais, malgré mon âge, je ne suis pas si vieux que ça, mais bon. Mais il y a beaucoup des Alsaciens, surtout quelques personnes, reviens vivre ici, et je leur dis oui, peut-être, mais au fond de moi, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas donner une vraie explication du pourquoi. Parce que aussi vite que tout à l'heure je disais, qu'au tournant Naples, je remontais, et plus je remontais, et plus j'accélérais mon retour, quoi. Et puis quand je suis arrivé en Bretagne, j'ai fait ouf. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. C'est vital en soi. Est-ce qu'on doit tout comprendre ? Et est-ce qu'on doit tout chercher ou tout chercher à comprendre ? Il ne faut pas tout comprendre, mais vivre ce qu'on a à comprendre. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... après, chacun est libre de faire ce qu'ils veulent. Hein. C'est que beaucoup de gens veulent s'informer. Et en fait, ils accumulent tellement de connaissances que ils ont perdu une grande part de cette connaissance. Ils ne s'en souviennent plus. C'est comme les parents qui ont des jeunes enfants, on va leur faire découvrir ça et ça. Et puis arrivé à 15-20 ans, ils ont quasiment tout oublié. Ou bien ils ont ancré tout, ou bien arrivé adulte, non, mais je ne me souviens pas. Si, rappelle-toi. Mais non, je ne me souviens pas. Parce que c'est comme ça. Donc c'est mieux de voyager, de faire voyager les enfants, avoir une éducation, leur apprendre l'essentiel de la vie. Déjà, savoir dire bonjour et au revoir et merci. C'est 3 petits trucs qui... Même ça, c'est même pas sûr aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est même pas dommage, c'est lamentable. Bien sûr. Parce que c'est... on voit d'ailleurs les ravages de ce manque d'éducation. C'est avant tout un problème d'éducation. Ouais. On a une génération de jeunes qui... Alors autant, effectivement, il y a les très bons côtés, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui prennent conscience de beaucoup de choses et qui s'ouvrent et qui ont, cette intelligence-là, mais il y a quand même un ramassis d'idiots. Ouais. Mais il y a quand même des enfants qui sont intéressés. D'ailleurs, il y a 2-3 jours d'ici, j'étais en Alsace et puis j'étais parqué, c'était le début de la soirée. Et il y a deux jeunes de 18-19 ans. Ils étaient en train de regarder un match de foot. Et ils se sont retournés, et puis, ça coûte combien votre camping-car alors je dis, tiens, t'es intéressé par ça? Donc, ils ont abandonné le match pour discuter. On a discuté pendant 3 quarts d'heure, mais je leur ai parlé de la vie, du sens de la vie, le pourquoi, le comment. Et puis, ils étaient vraiment intéressés. Ils m'ont remercié, puis c'était incroyable. Et ça, j'adore. C'est pas que j'aime, mais j'adore. Mais par contre, vous n'avez pas envie de transmettre. Mais déjà, transmettre, Marc, comme je le fais avec des gens qui viennent. Spontanément.
comme déjà, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois d'ici, c'était un groupe de scouts. Ils étaient tout seuls, ils rigolaient entre eux. Moi, j'avais été à une fontaine, il y avait une source et tout ça. Et puis, je m'arrête, je pose un peu des questions, parce qu'ils étaient habillés en bleu et pas en vert. Je ne savais plus exactement quelle était la différence avec le bleu et le vert. Si c'est vert, je ne sais plus. Et en discutant, ils étaient tellement à l'écoute, il n'y a personne qui parlait. Ils m'écoutaient. Moi, je ne sais plus, je débitais des trucs. Mais non, mais il y a effectivement une belle génération. Il y a aussi des enfants qui grandissent intelligemment, qui grandissent avec un cadre, qui grandissent avec une éducation et qui s'intéressent, qui sont très ouverts. Ben oui, et notamment oui. avec les sujets, évidemment, que l'on aborde. Mais pour revenir à la transmission, c'est ce que vous disiez au tout début, c'est que vous n'avez pas nécessairement envie d'enseigner ou de... Mais c'est pas que j'ai pas envie d'enseigner, parce que je l'ai déjà proposé à des personnes qui ont des formations en naturopathie ou qui font du massage. Je leur ai déjà proposé, même gracieusement. Oui, on verra. Ils n'ont jamais... Après, moi, je peux tordre la perche. C'est pas à moi à bien dire... sûr, c'est pas à vous, bien sûr, bien sûr. Voilà. Si tu veux apprendre, tu viens. Je te l'enseigne gracieusement, pas gratuitement, hein, gracieusement. Et quelle différence il y a entre gratuitement et gracieusement? Gratuit, c'est faire pour rien. Ok, et gracieusement? Gracieusement, c'est avec le cœur. Mais c'est aussi faire pour rien. Non. Non, après, comment je veux dire, gracieusement, c'est quelque chose fait avec grâce. Oui, mais quand quelqu'un vous dit « je le fais gracieusement », c'est qu'il n'y a pas de valeur monétaire. Oui, il n'y a pas d'argent. Oui, mais qu'il en tire quelque chose. Ah, bien sûr, mais gratuitement et gracieusement, c'est la même chose. Non ? Peut-être. Non, mais sur le plan financier, c'est ça que j'entends. Il faudrait que je parle avec mes guides, alors. C'est eux qui vous disent de le faire gracieusement? Mais moi, je communique beaucoup avec un guide, plusieurs guides. D'ailleurs, quand j'écris, j'ai mon père, mon grand-père qui est là, mon grand-père maternel qui est là. Et en fait, je communique avec eux. Parce que, en fait, cette transmission d'écriture vient déjà de mon grand-père maternel, qui lui écrivait des petites... des messages philosophiques avec des termes siciliens, mais anciens. J'ai même d'ailleurs, j'avais redécouvert, parce que mon grand-père avait écrit on va dire des poésies, c'est pas des poésies pour moi, c'est plutôt des textes philosophiques. Philosophiques, ouais. Et ma cousine en Sicile ne comprenait pas le sens des phrases. Parce que c'est un peu comme Nostradamus. Je ne veux pas le comparer à Nostradamus. C'était codé. C'était un peu codé. Et donc, c'est quelque chose d'important. Parce que ces écrits-là, mon père aimait bien écrire à la machine. Dans les années 50, 60, il écrivait à la machine. Et il avait transcrit les écrits de mon grand-père sur sa machine, et il avait deux machines, une courte, Olivetti, et une longue avec un long tambour, et il mettait les stencils, il faisait les mises en page, et c'était fabuleux. Hein. Et donc vous, vos guides, c'est votre grand-père maternel? Entre autres, oui. Ouais. Je communique avec eux. Avec mon père aussi. Et c'est eux qui, au travers de vos ouvrages, après, guident votre main? Il y a l'autre partie de qui je suis, qui fait partie de cette famille. Mais on est, pour former une famille, on est tous des pièces rapportées pour créer une image. D'ailleurs, dans le livre, la vie je est un parle, grand puzzle. voilà, et je parle toujours de ces pièces qui, j'ai raconté toute une histoire, mais qui fait partie un petit peu de ce qu'on est réellement.
quand on est blessé, on doit essayer de réparer. Mais vous faites de l'écriture intuitive pour le coup alors ou pas? C'est-à-dire que vos 3 ouvrages, la trilogie, là, ça a été écrit en écriture intuitive, en canalisation? Je ne sais pas si c'est canalisation, c'est toujours un canal quelque part, mais je ne sais pas, parce que quand j'écris, je ne suis plus moi-même. Je suis mon livre, la trilogie, j'ai commencé à l'écrire par un coup de colère en 2008. Et je n'ai jamais arrêté de le remettre à jour, parce que de 400 pages, 435 pages, aujourd'hui, il est à pas loin de 1000 pages. Après, il y a la mise en page et tout, mais c'est qu'un livre de cette ampleur, cette trilogie-là, comme d'autres livres, eh ben, il ne se termine jamais. Jamais. Il y a toujours quelque chose qu'on pourrait... Après, à un moment donné, il faut décider de dire « Stop, j'arrête ». Soit j'arrête et puis j'écris autre chose. Là, je suis en train d'écrire mon autobiographie, mais à un autre niveau. Et là, je vais parler plus de l'Odyssée de mon âme. C'est le titre du livre. C'est l'Odyssée de mon âme. Comment mon âme m'a fait voyager, qu'est-ce qu'elle m'a fait vivre, qu'est-ce qu'elle m'a fait aussi endurer, on va dire ça comme ça. Après, il y a les bons côtés aussi, hein. Mais il y a eu beaucoup de mauvais côtés. Donc vous avez écrit une trilogie, on va mettre évidemment autour de la vidéo le lien qui permet de rentrer d'abord en contact avec Matteo et puis ensuite évidemment de se procurer ses ouvrages. Notre voyage au fil du temps, la vie est un grand puzzle et la maladie. Un mot sur le 3e tome, la maladie. La maladie, le message du corps, c'est tout un cheminement, d'ailleurs sur ce que je fais, mes propres recherches, ce que j'ai appris par moi-même, comme par exemple le nerf vague qui est très, très puissant. Après, il n'y a pas que ce système nerveux. Il y a le système endocrinien, il y a le système digestif, il y a le système, et surtout qui est négligé, c'est la lymphe, qui est très très importante à comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que la lymphe? La lymphe, c'est un système qui transporte les toxines. Les toxines, ça génère pas mal d'informations pour nourrir le corps, mais c'est un peu comme si, imaginez une ville, hein, et tous les déchets vont à l'égout. Si les égouts ne sont pas bien nettoyés, ben, à un moment donné, ça crée beaucoup de problèmes. Et là, encore dernièrement, j'ai incité une dame de 80 ans à nettoyer sa lymphe. Je parle beaucoup de la lymphe, et sur les autres aussi, parce qu'il y a le système endocrinien qui n'est pas très bien connu aussi, ou très peu. Hein. Quand j'ai expliqué à un médecin nutritionniste en 2010, parce qu'il était venu pour un mal de dos, et quand je lui ai dit qu'il faisait une indigestion, il m'a regardé un peu, il me dit « Tiens, qu'est-ce que vous me racontez là ?» D'où vous voyez ça, ouais. Donc on était à la source à quel moment il a commencé à avoir mal au dos. Parce que le microbiote, quand il y a eu une inflammation, crée une douleur qui est à peu près la même douleur qu'une sciatique, mais qui est à un autre niveau du corps. Parce que tout ce qui est devant se met derrière, au niveau du dos. Donc, et donc, quand j'ai expliqué comment fonctionnait le système endocrinien au niveau émotionnel, ben, il m'a dit, c'est pas faux ce que vous dites. Ça correspond. Ça correspond. Après, j'en ai expliqué avec d'autres médecins que j'ai aussi côtoyés et qui m'ont confirmé. Ça. Et ça me conforte aussi, parce que sans faire des études. Et donc, j'ai aussi, par rapport à la lymphe, analysé que si on ne boit pas beaucoup, ça crée des problèmes au niveau des reins, parce que ce qui n'est pas évacué au niveau des reins reste, les résidus, ça reste dans les reins. Et en fait, il y a une miction qui crée une inflammation.
Et donc après, tout s'enchaîne, Bien sûr. parce que le corps humain, il est complexe, très complexe. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que, Matteo, un mot sur... alors, on va mettre évidemment le lien pour vous puissiez récupérer le livre, enfin la trilogie, évidemment, de Matteo. Les gens qui nous regardent et qui ont envie d'être accompagnés par vous et avoir vos soins, d'abord, vous pouvez le faire à distance, j'imagine que oui. Ben, disons que pour certaines choses, je peux aider les gens à distance, plutôt en visio, parce que je travaille à l'os sur mes propres planches. Donc il y a une transmission qui se fait à ce niveau-là. Après, tout ce qui est physique, c'est pas évident. Mais sauf que comme vous êtes un nomade. Un nomade, où êtes-vous? Mais vous recevez dans votre camion? Oui. Ah, directement dans votre camion? Oui, parce que en fait, l'espace que j'ai à l'intérieur me permet... j'ai acheté une table que j'ai modifiée et que je puisse la mettre dans mon véhicule. C'est génial. Donc, en fait, vous pouvez même aller à la rencontre des gens. Oui, c'est même pas nécessairement eux qui viennent. Ce qu'il y a, c'est quand je vais en Alsace, par exemple, je préviens tous les contacts que j'ai en Alsace. Après, pour d'autres régions, j'ai déjà été du côté de Bordeaux. J'ai déjà été du côté avant Marseille, entre Martigues et Marseille. J'y suis. Oui, mais après, vous vadrouillez, comme vous pouvez aller retourner en Bretagne, etc. Ce qu'il y a, c'est que sur mon site, que je suis en train de finaliser avec une personne, il y a mes actualités, mes événements. Donc sur les événements, les gens vont savoir où je suis, okay. où je peux être. Après, il y a les contacts. Après, je peux me déplacer. Bien sûr, je n'ai pas envie de partir jusqu'à 100 ans à soigner. Vous êtes déjà parti, là? Pas loin. Moi, je trouve que d'abord, vous êtes une belle personne. Et c'est vrai que quand on vous écoute comme ça, on se dit, Matteo, c'est une belle âme. Et en tant que guérisseur des âmes, je pense que vous avez d'abord trouvé votre vocation, que vous êtes enfin à votre place. Et pourtant, vous avez mis du temps. Parce qu'on pourrait imaginer que dès l'instant où, depuis très jeune, vous avez compris et ressenti ce potentiel que vous avez pourtant fait une carrière professionnelle complètement à l'opposé de tout ça. Vous étiez, je crois, artisan, mais électricien. D'abord, j'ai travaillé j'ai eu des petits jobs, et après, j'ai travaillé à peu près une vingtaine d'années dans une usine où on fabriquait les tables de radiologie. Radiologie, ouais. Entre deux, j'avais un registre de commerce en tant que technicien chauffage. Je devais apporter de la chaleur, mais c'était pas celle-là. C'était pas celle-là, exactement. Elle passe directement par le corps. Voilà. Et vous avez bien raison. Bon, en tout cas, on va mettre le lien autour de la vidéo pour rentrer en contact avec vous, puis surtout suivre évidemment toute votre actualité. Le lien également pour votre trilogie. Oui. Je rappelle, à notre voyage au fil du temps, la vie est un grand puzzle et la maladie. Et puis, je vais vous laisser le mot de la fin. Juste 10 secondes sur cette question. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Matteo? Wow. Une personne juste, simple, parce que c'est comme ça que je suis la plupart du temps. Sauf que vous n'utilisez pas le mot que vous avez tellement envie d'utiliser. Authentique. Authentique, oui. C'est de rester, mais pour tout le monde. Moi, je suis authentique la plupart du temps. Parce que je veux être quasiment tous les jours devant mon miroir plat et pas déformant. Je n'ai pas envie de me voir autrement de ce que je suis intérieurement. Parce que c'est au travers de mes écrits, parce que mes écrits, ça fait 18 ans que j'ai remis tout à jour, j'ai fait, parce que mon livre, ma trilogie et l'autre livre aussi, c'est moi qui ai tout fait. Bien sûr. Donc j'ai fait la mise en page, j'ai écrit, j'ai corrigé, j'ai créé une boîte pour les mettre dedans. Donc, parce que c'est tout ça qui est important. C'est ça l'authenticité. C'est être le plus parfait possible avec les imperfections. Un rebouteux authentique. Ouais. Bravo. Matteo Cavalieri,
On met le lien autour de la vidéo. Vous commentez évidemment avec bienveillance comme toujours. Je rappelle que le site est en restructuration. Alors peut-être qu'au moment où l'émission sortira, peut-être qu'il sera en place. Ah, mais cette semaine-ci... Bon, ben voilà, donc ça sera réglé. Donc ouais. vous pouvez aller sur le site. Et puis évidemment, bien sûr, contactez Mathéo si vous en ressentez le besoin intérieurement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Et je répondrai, à chaque fois que j'aurai une sollicitation. Et aussi, au niveau si maintenant on me contacte, pas si ou quand on me contacte, j'aime pas le mot si, parce que c'est peut-être, quand on me contacte sur mon site, d'ailleurs j'ai fait mettre des choses très importantes pour que je puisse répondre plus facilement. Merci beaucoup Mathéo. Merci. Bon camping-car. Mais là, je pars sur Liège. Ben, vous repartez en Belgique, mais voilà, vous avez raison. Vadrouillez bien. Merci, vous commentez avec bienveillance donc, et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.